de destruction à grande échelle. Et c'était un peu, et c'est lui qu'on a assassiné en le faisant passer pour la pire raclure qui soit. Quand vous allez mettre les dossiers Epstein au centre de l'affaire et quand vous allez mettre les procès contre Netanyahou au centre de l'affaire, vous allez comprendre pourquoi il y a la guerre en Iran. Si vous mettez autre chose, si vous essayez de comprendre rationnellement, ça n'a pas de sens en fait. Si vous mettez autre chose, c'est-à-dire d'autres motifs, d'autres causes, d'autres mobiles, vous n'allez pas pouvoir expliquer la guerre en Iran parce que rationnellement, c'est-à-dire c'est l'une des offensives les plus stupides que un dirigeant politique ait pu amorcer. Mais si vous mettez le fait que il veut sauver ses noyaux, ses vrais noyaux cette fois, et que l'autre veut aussi sauver les siens, bah vous comprenez pourquoi, où ils sont prêts à alimenter l'actualité avec une guerre. C'est la même mécanique que Charles X. J'évoque souvent ça dans mes lives. Le roi de France a utilisé contre les Algériens. Quand il est venu en Algérie en 1830 pour chasser les Ottomans qui avaient pris Alger quelques temps plus tôt, quelques décennies, quelques siècles plus tôt même, quand il s'était répandu à travers le monde avec la prise de Constantinople et tout ça au cœur du 15e siècle. Donc, on se refait une santé parce que Charles X était impopulaire dans son pays. Et donc, pour détourner un peu l'attention et se présenter un peu en seigneur, il a largué une guerre à côté. Ça permet que voilà, tu te redonnes une deuxième vie. C'est une résurrection littéralement. Et comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu as ces deux malabars qui utilisent les mêmes mécanismes. Mais sinon, l'Iran, en fait, tout semblait aller vers une normalisation des relations, une pacification des relations, même si tout n'est pas parfait. L'Iran avait accepté, tu avais des gens modérés, tu avais des Khatami, tu avais des Hassan Rouhani, tu avais, voilà, tout le monde n'est pas Ahmadinejad, il y avait beaucoup de modérés. Même actuellement, Massoud Pezeshkian, il est relativement modéré, le président iranien, mais on tend à les transformer en les monstres qu'il ne voulait pas être à la base. Comme quand tu vois le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, il est plutôt modéré, il est plutôt réfléchi, mais il y a une tendance incroyable à toujours vouloir les présenter comme des fous furieux qu'ils vont finir par devenir, puisque les vrais fous furieux ne respectent rien et cherchent simplement des casus belli. Donc, l'Iran s'en était tenu à ce que l'AIEA demandait. Donc, l'Iran était donc déjà, après la cassure de l'accord par Donald Trump, il est arrivé il y a 60%. C'est ce que le voyou de Netanyahou, et d'ailleurs ça rime, utilise comme argument pour justifier sa guerre. Et je précise ici que même si l'Iran bluffe dans les négociations, moi j'insiste, l'Iran a tout autant le droit de fabriquer l'arme atomique, puisque Israël lui-même la possède et que contrairement à la propagande, l'arme de l'Iran c'est pas pour agresser quelqu'un mais pour se protéger des agressions impérialistes, un peu comme votre cousin de Pyongyang là. Il y a personne qui vient le perturber alors qu'il s'ennuie actuellement et qu'il se dit j'aimerais bien, je sais pas, il y a pas quelqu'un, il y a pas il a même dû appeler Poutine hier en demandant que mais dis-moi, j'ai laissé un petit navire là je sais pas dans la mer d'Azov, est-ce que t'es sûr qu'il y a pas un bombardement destroyer américain, il y a pas un missile américain qui a bombarder ça là pour que j'ai un prétexte d'entrer un peu dans la danse parce que là je me suis réveillé le matin, j'ai regardé un film, j'ai regardé une série, mais bon la journée est trop longue, je sais pas trop quoi faire, je m'ennuie. Est-ce qu'il y a pas un peu de sport de ce côté là? Il y a pas un Israélien, un Américain qui a bombardé un Nord-Coréen en Russie? Bon, il y a pas un truc. Donc c'est un peu ça. On te dérange pas quand tu as l'arme atomique, vraiment. On te dérange pas. Donc en tout cas, on a déjà analysé ce côté-là. Finalisons la fabrication donc de notre bombe. Pour donc obtenir le 235, tu dois le séparer du 238 et du 234, puisque tout ça est effectivement dans le même atome. Tu dois donc l'isoler, et c'est à ce moment-là qu'interviennent les fameuses centrifugeuses. Donc quand on dit que les GBU-57 qui avaient été largués par les missiles B-2 américains à Fordo, à Natanz et à Ispahan l'année dernière, on détruit des centrifugeuses. Enfin, quand on dit, je dis pas que c'est le cas, mais quand on dit, c'est de ça qu'on parle. Dont les centrifugeuses, c'est effectivement juste un appareil qui tourne, un peu comme la machine à laver, justement, ou le manège où tu as envoyé ton fils hier. Donc voilà. Même nous actuellement, on est sur un manège immense. C'est juste que bon.
Comme enfin, toute la planète est entraînée et nous entraîne tous dans la rotation, on ne l'aperçoit pas, mais même la Terre est soumise à la force centrifuge. C'est pour ça que tu vas voir, on te dit la Terre est légèrement aplatie au niveau des pôles et bombée à l'équateur, bah, c'est parce qu'elle tourne comme une pizza. Plus tu fais tourner, tu fais de la pâte à modeler dans tes mains, tu la fais tourner, elle aura tendance à s'aplatir. Comment dire, la masse va se diriger vers le centre et ça va former une sorte de toupie, une sorte un truc patatoïde. Et plus la planète tourne vite, plus elle est bombée. Quand tu prends des planètes comme Jupiter ou Saturne, qui tournent très vite sur elles-mêmes, elles sont littéralement ovales, elles sont très aplaties. Quand tu vois la Terre qui tourne moyennement, quand même 1600 km/h à l'équateur, on ressent le renflement au niveau de l'équateur. Ça fait donc que celui qui est à l'équateur, genre au Cameroun ou au Congo, il est beaucoup plus éloigné du centre de la Terre que celui qui est à Paris ou à Oslo ou à Helsinki. Et ça fait que si tu es au Cameroun, tu pèses quelques grammes de moins que si tu es à Paris ou si tu es au pôle Nord. Parce que, étant plus éloigné du centre de la Terre, la gravité agit moins sur toi, dont l'attraction est plus faible, tu es plus attiré vers l'extérieur que celui qui est plus près du centre, et dont tu pèses quelques grammes de moins. C'est plus une raison pour ne pas faire un régime, c'est trop infime pour s'en rendre compte, donc ne perdez pas votre temps. Donc, alors, on a... dans les centrifugeuses, malheureusement, dans les par contre, je veux dire, c'est pas la même vitesse que sur Terre, c'est beaucoup plus rapide. Medusa vous a parlé de 70 000 tours par minute, effectivement, parce que pour séparer ces histoires, faut que ça tourne très vite. Si la Terre tournait beaucoup plus vite qu'elle ne le fait maintenant, nous-mêmes on serait éjectés à l'extérieur par la force centrifuge dans le vide spatial. C'est juste ce qu'il faut pour qu'on puisse tenir. Donc les centrifugeuses, elles vont très vite, un peu comme ta machine sèche, tes habits alors qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'à un moment donné, au moment du rinçage, tu vois ta machine accélère, ça tourne vite, donc les gouttes d'eau n'ont pas le temps de suivre le mouvement de rotation de l'habit. Elle s'en détache, elle reste, et c'est un peu ça avec les centrifugeuses. Donc, on met l'uranium là-dedans, et un peu comme quand tu es projeté aussi, quand tu es dans la voiture, elle prend un virage, tu es projeté vers la portière, et parce que ta force d'inertie, elle te conduit en quelque sorte en ligne droite. Les différents types d'uranium se séparent donc également selon cette méthode. Et bon, l'uranium, c'est pas un caillou qu'on va mettre dans la centrifugeuse, c'est en effet sous forme gazeuse qu'on va le mettre à l'intérieur. Et comme le 235 est plus léger, il va en quelque sorte rester au centre par la force centripète, pendant que le 238 plus lourd va être catapulté sur les côtés. On va donc récupérer, je facilite, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va donc récupérer, on va reprendre les différents éléments et on va les traiter selon les besoins. Et une fois que l'opération de la centrifugeuse est terminée, on va redonner à l'uranium la forme solide et on va l'envoyer où on voulait l'envoyer. Pour le nucléaire, on va le décliner sous forme de cristaux, de menthe. Je plaisante évidemment, je sais que c'est à ça que vous pensiez. Voilà, donc bref, c'est un processus assez difficile, surtout au début, ça peut prendre des mois, des années, mais à mesure que tu vas donc récupérer le 235 et que tu vas augmenter la part du 235 dans l'uranium que tu disposes, tu te rapproches de ton objectif. Donc bref, maintenant quand on accélère un peu, tout est prêt pour notre arme nucléaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc ici ? Quand tu as obtenu la masse critique d'uranium, supposons tu as 50 kilos d'uranium enrichi à 90%, tu dois maintenant comprimer tout ça dans un volume très réduit, mais comprimé, mais vraiment fort de chez fort. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais toute ta pandérie, tous tes habits, tu les appuies dans une petite valise jusqu'à l'impossible. Donc voilà, c'est vraiment un peu ça, comme les Japonais là qui poussent quand tu prends le métro à Tokyo. Il y a les pousseurs, il y a des hommes habillés en gants qui te poussent à l'intérieur parce que les métros sont bondés, c'est invivable. Je sais même pas comment ça respire à l'intérieur. Donc, une fois que tu as bien comprimé, tu peux donc larguer tes fameux neutrons dessus et toute la masse contenue dans la petite ogive de ton missile va se libérer avec une force phénoménale. C'est le principe donc de la bombe atomique. Vous pouvez féliciter donc votre cousin Kim Jong-un d'avoir pensé à tout ça et d'avoir mis son argent dans ses ingénieurs dessus
alors que bah c'est le 175e PIB mondial. Au moment où vous étiez en train de dire que en fait, les Camerounais et les Ivoiriens étaient plutôt en train de chercher qui est plus, qui chante mieux, quels sons a plus de retentissement entre Jenny Bajaba et Viviane de Prince Aimé. À chacun ses priorités. Donc bref, oui, rappelons que on a présenté tout à l'heure les différents niveaux de bombes atomiques. La bombe, effectivement, qu'on a développée en cassant les noyaux, donc par la division nucléaire, c'est la bombe A. Or, la bombe H, bah, c'est la fameuse bombe à hydrogène, celle qui va bien au-delà. Elle ne s'obtient pas en cassant les atomes, mais en les fusionnant, comme dans Sangoku. Fusion, c'est vraiment ça. Donc, on fait mogo les noyaux, en quelque sorte, et on obtient un noyau plus lourd. Faut pas rire, celui qui rit, on le bloque du live. En tout cas, c'est le principe de la bombe H. Les noyaux qui mogo et qui donnent des noyaux plus lourds. Donc, ça veut dire, avec la même masse que tu as pour la bombe A, tu obtiens 4 à 5 fois plus d'énergie. Donc, je sais pas, supposons qu'une bombe A pouvait raser, je sais pas, le quartier de Bonabéry à Douala. La bombe H, elle peut raser toute la ville de Douala. Et ici, c'est pas l'uranium qu'on va utiliser, c'est l'hydrogène, l'élément le plus présent dans l'univers. En fait, et on va utiliser les isotopes d'uranium que Médusa vous a présenté, le deutérium et le tritium. Donc, il faut bien détériorer et il faut bien triturer. Et voilà. Et la difficulté ici va résulter du fait que les deux isotopes sont deux cousins très très en froid l'un avec l'autre. Ils n'aiment pas trop causer ensemble, ils n'aiment pas fusionner. Donc c'est compliqué. Pour qu'ils fusionnent, tu dois faire pousser la température à des niveaux de malade mental. Donc voilà. Et maintenant pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait je vous le donne en mille. Tu as déjà la capacité de fabriquer la bombe A qui génère des températures de fou. Et comme par hasard, tu as besoin de hautes températures pour faire fusionner les isotopes d'hydrogène. C'est simple. Tu utilises donc la première bombe. Et c'est ça qui fait donc que dans les missiles, dans les ogives qui transportent les bombes à hydrogène, tu as deux étages. Le premier étage, on te met la bombe atomique, la bombe A, où tu as ton uranium enrichi à 90% de 235, et on l'a fait donc exploser en y larguant les neutrons sur le noyau, et quand le premier étage va donc exploser, vous imaginez bien la chaleur que ça va générer, une chaleur apocalyptique, une chaleur de la même chaleur qu'il y a en enfer. J'étais là-bas, j'ai vu, dont je suis témoin, et voilà. Et immédiatement, la chaleur qui va se dégager va engendrer la fusion, dont la chaleur issue de la fission sur l'étage précédent va engendrer la fusion sur l'autre étage. Donc voilà. Et là, c'est pas petite température. Le thermomètre monte à plus de 200 millions de degrés. Je vous rappelle qu'à la surface du Soleil, il fait 6000 degrés. Et même au cœur du Soleil, qui est plus chaud que la surface, il fait 15 millions de degrés. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que la surface du Soleil n'est pas si chaude que ça. On obtient sur Terre des températures beaucoup plus élevées que la surface du Soleil. C'est pourtant lui qui nous éclaire. Hein. Ce n'est que 5 à 6000 degrés. C'est très faible. Au niveau de la couronne solaire, donc bien plus loin que la surface en altitude, c'est beaucoup plus chaud. Et au cœur du Soleil, c'est encore plus chaud, c'est 15 millions de degrés. Mais les bombes H, en tout cas la température qui va monter jusqu'à faire chauffer les isotopes d'hydrogène, on peut aller sur des 200 millions de degrés, dont même le Soleil est beaucoup plus froid. C'est 13 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Voilà donc pourquoi Monsieur Oppenheimer, Robert Oppenheimer du projet Manhattan estimait que ça là, c'est un peu trop. Ça là, l'humanité est en train de mettre au point en fait la formule de sa propre élimination. Et donc les premiers qui vont tester la bombe H, ce sont les Russes la bombe H pardon, ce sont les Américains encore une fois en 52. À l'époque, c'est quand même déjà 1000 fois plus puissant que la bombe de Hiroshima. Celle qu'ils avaient testée, c'était quoi, 10 mégatonnes, 10 mégatonnes et demi de TNT, 1000 fois Hiroshima. Et ça leur a tellement fait peur que maintenant on réduit petit à petit ce qu'on a. Et ça fait qu'aujourd'hui on est au niveau de 300 kilotonnes, dont même pas une mégatonne. C'est un peu la moyenne actuelle des bombes actuelles. Mais si tu te dis que ça va et que
Ça va, on n'est même pas une mégatonne, ça va. Ça reste 20 fois plus puissant que la bombe de Hiroshima. Donc, tu multiplies les 140 000 morts d'Hiroshima fois 20, ça te donne la moyenne des bombes atomiques actuelles. Et voilà. Bon, la bombe H, par contre, elle est plus dure à fabriquer, forcément. Faut avoir les techniciens, faut avoir le matériel, les financements, les systèmes informatiques, les systèmes de codage, les systèmes de verrouillage. Vous savez, c'est tout ça là que je suis allé donner au FMS l'autre jour. C'est tous les secrets là que je suis allé dévoiler là-bas, le programme nucléaire camerounais. Vous savez que nous, on a l'arme nucléaire avant les États-Unis. Et donc, comme je suis payé par la DGS, il fallait bien que j'aille vendre les secrets nucléaires du Cameroun. Et c'était un peu ça. Et donc, voilà, il faut tout ça là, les codes d'activation, et puis évidemment, il faut faire les essais eux-mêmes. Le La pire, c'est Corée du... le Oui, pire, bien c'est que tu sais, Michel Audiard disait que les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le pire, c'est qu'ils sont capables d'enregistrer cette séquence pour transformer ça en aveu, pour dire voilà, c'est des aveux. Non, mais Des aveux. j'avoue, et le Cameroun avait son arme nucléaire avec ses secrets confidentiels, le seul pays capable d'en fabriquer, et moi je suis allé livrer ça comme ça, on m'a seulement payé 50 euros, c'est-à-dire c'est raidé pour 50 euros, j'ai vendu l'Afrique. Franchement, je devrais y avoir honte. Enfin bref, donc, la Corée du Nord de Kim nous a dit en 2017, vous savez que Kim Jong-un, lui, il recule, il a pas froid aux yeux, hein, et ça vous permet aussi de comprendre, chers Africains, l'Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique vous dit que l'Iran n'a pas à l'heure actuelle l'arme nucléaire et que l'Iran n'avait pas prévu d'en fabriquer et que c'est même limite les provocations américaines qui rompent le contrat de Vienne, les accords de Vienne, qui fait que l'Iran a poussé son enregistrement à 60%. Mais on bombarde quand même l'Iran en disant Iran won't have nuclear weapons. Pendant ce temps, la Corée du Nord, Kim Jong-un, non seulement il dit qu'il a l'arme atomique, mais il précise, en 2017, Kim Jong-un a précisé que lui, il a la bombe H. Donc, c'est-à-dire, il dit, ne vous me prenez pas, non seulement j'ai la bombe atomique, mais c'est pas n'importe quelle bombe. J'ai la grosse bombe, là, celle qui casse tout, la bombe H. Donc moi, je veux que vous sachiez que j'ai la bombe H. Je réclame que j'ai la bombe H. Donc, voilà. Et bizarrement, les gens n'y croient pas. Les gens disent que c'est possible, mais peut-être pas, parce que ça demande quand même un niveau supérieur. Est-ce qu'il l'a déjà? Est-ce qu'il bluffe? Mais lui, il revendique, il veut qu'on sache qu'il a la bombe H. Donc, voilà. Israël aussi est soupçonné d'avoir la bombe H. C'est pas sûr, mais bon. Comme le régime israélien, c'est un régime de voyous quand même. C'est des gens qui mentent, mais comme un arracheur dedans. L'Inde et le Pakistan aussi sont soupçonnés d'avoir la bombe H, mais c'est pas certain parce il y a un énorme secret. C'est pas, enfin, c'est pas c'est pas le feuilleton du samedi. C'est des éléments hyper sensibles dont les départements de la défense de ces différents pays ne vont pas crier sur tous les toits à quel niveau ils se trouvent actuellement. Et une fois que tu as tout ça, il faut des vecteurs pour transporter ces choses. Tu as besoin des avions ou des sous-marins ou des trucs. Comment dire? En France, par exemple, tu as en France, la France qui est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme atomique. Et le seul pays européen, même si tu enlèves la Russie, à posséder de manière autonome l'arme atomique parce que les Anglais, ils sont assez cons, les Anglais, pour laisser leur système dépendre des logiciels américains. Keir Starmer peut décider qu'on va activer l'arme nucléaire, mais si Donald Trump n'est pas d'accord, on bloque les systèmes informatiques et il n'y a pas de départ de feu parce que tout dépend des systèmes, enfin une partie dépend des systèmes américains. C'est ridicule. Un peu comme Ça ne m'étonnerait pas aussi, ça ne m'étonnerait pas aussi que, vu que Israël a réussi à développer une arme en cachette, ça ne m'étonnerait pas que les Allemands, vous savez, ils sont intelligents, ils ont des capacités. D'ailleurs, c'est eux qui avaient commencé avec ça à l'époque d'Adolphe. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour qu'on apprenne que, en réalité, que l'Allemagne avait développé un programme nucléaire souterrain aussi depuis longtemps et que c'est resté secret entre alliés. Ils ont gardé le secret pendant longtemps. Et un bon jour, s'il y a un dérèglement mondial, ça ne m'étonnerait pas que l'Allemagne dise, bon, écoutez les gars, on ne vous l'a pas dit, mais vu qu'on est en période de guerre, sachez que nous, on a la bombe nucléaire. Le premier qui blague, on le lui comme le balance Japon. dans la gueule. Ils ont Ça la m'étonnerait pas. capacité, l'Allemagne et le Japon, ils ont la capacité de se doter de l'arme nucléaire en quelques Exactement. semaines, ça c'est sûr. Mais c'est clair que
Trump, n'oublions pas qu'il y a quand même 50 000 soldats au Japon. Rien qu'à Okinawa, tu as 25 000 soldats américains. En Allemagne, malgré la réduction du contingent, les menaces que Trump fait, il y a Friedrich Merz, depuis que Friedrich Merz a critiqué le fait qu'ils n'ont pas de stratégie au Moyen-Orient, même s'il retire 5000 soldats, il reste quand même un énorme dispositif. Il y a la base de Wiesbaden, la base de Ramstein, la célèbre Ramstein Airbase à Stuttgart, là, qui abrite des installations d'une importance extrême, qui a d'ailleurs servi dans les interventions au Moyen-Orient. Donc, c'est des plateformes de surveillance des Américains pour empêcher, et le Japon et l'Allemagne de pousser le bouchon trop loin. Donc c'est clair que le potentiel, ils l'ont, la technologie, ils l'ont. Maintenant, la liberté politique, c'est clair que là, c'est chaud. La France, au moins, peut se targuer, et c'est un peu ce qui fait qu'Emmanuel Macron s'agite de temps en temps, d'être au moins souverain sur son arme atomique, c'est-à-dire elle a ses codes, son système, son logiciel, et peut la déclencher quand elle veut. En plus, elle a tous les vecteurs pour transporter. Elle a on peut les transporter sur les Rafales. Elle a aussi, elle dispose aussi les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, là, les SNLE, qui peuvent lancer, je crois que chacun peut transporter 16 missiles, hein. C'est-à-dire les missiles, les M51, là, à l'intérieur desquels tu peux mettre 6 têtes nucléaires. Donc c'est assez bon. Pour l'ego et le chauvinisme français, ils sont très contents. La Russie, évidemment, je finis par là, parce que moi aussi j'ai commencé à être long. Je finis par là où j'ai commencé. Les Russes, évidemment, Poutine a montré au reste du monde au début de la guerre en Ukraine que sachez que si ça dégénère, je vais m'occuper de vous. Le RS-28 Sarmat, le fameux Satan 2, lui, il peut carrément transporter le double, c'est-à-dire 12 têtes nucléaires, et cette sorcellerie va à Mach, je sais pas combien, ça va à 7 km par seconde, c'est-à-dire, ça te fait du 27 000 km/h, de quoi faire le tour de la Terre en 1 heure et demie, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. Donc, en fait, ça ne souffre de rien, ça touche n'importe où en moins de 2 heures. Donc, à partir de là, tu as ce qu'on appelle un état souverain, un état libre. Voilà, en quelque sorte, on vous l'a expliqué sous 2 angles complémentaires, le processus de fabrication de l'arme atomique et un peu les circonstances qui ont émaillé, en fait, la production de tout ça, là. Je vais pas m'éterniser non plus sur la parole, mais Lisa, je te la renvoie. Donc, c'était juste pour apporter de l'huile sur les noyaux atomiques, bien sûr. Atomique, évidemment. Évidemment. Tapotez, s'il vous plaît. Donc, vous voyez un petit peu la famille, à quel point c'est extrêmement intéressant. C'est une masterclass où les gens apprennent. Vous voyez, c'est un déferlement de connaissances et de savoir dans tous les sens. Préparez déjà vos questions pour tous ceux qui en ont. Donc, pour terminer, je dirais juste que voilà, avoir toutes ces capacités-là, vous voyez très bien que, tu as parlé des vecteurs justement, vous voyez très bien qu'avoir toutes ces capacités, vous avez la bombe et autres, quelqu'un parlait des ogives dans les commentaires, je voyais, justement, les têtes nucléaires ou les ogives, c'est-à-dire que des bombes, hein, quelque chose qu'on peut placer dans un vecteur pour l'emmener, c'est ça qu'on appelle une ogive nucléaire, c'est-à-dire que une bombe déjà bien fabriquée qu'on peut placer dans un vecteur, un missile qui est capable, parce qu'en général quand on fabrique un missile, on laisse une place, c'est un peu comme une fusée quoi. Donc, vous connaissez les fusées de SpaceX, mais pas que, ou d'autres lanceurs, hein, par exemple de Jeff Bezos, qui est en train de fabriquer également avec Blue Origin, ceux qui connaissent Blue Origin, ou bien Truc Labs, là, je sais pas, ou quelque chose avec Star Labs, ou quelque chose comme ça. Ils sont Et sur le plan historique, c'est souvent des gens qui ont fabriqué des fusées qui, plus tard, ont été en mesure de fabriquer des missiles. Par exemple, les Allemands, avant de fabriquer des V2, n'est-ce pas? Ceux qui fabriquaient des V2, bon, c'est même l'inverse, hein, ceux qui fabriquaient des V2, à l'origine, voulaient fabriquer des missiles d'abord. Ils ont produit, c'est les missiles d'abord, excusez-moi, c'est d'abord des missiles, puis après ils se sont dit, tiens,
Ils avaient une passion, c'était juste une passion. Et si on se lançait dans le spatial, parce que tout le monde se foutait un petit peu de la question du spatial, c'est le militaire qui comptait. Et vous avez Werner von Braun, exactement, ou bien l'autre, chez les Russes, il y avait un autre Russe là, je crois qu'il s'appelait Sergei, quelque chose comme ça, Sergei Sokolev ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a Lev quelque chose, Sokolev ou Popolev, un truc comme ça, là, si quelqu'un se souvient de son nom, exactement. Donc il y avait lui et puis Werner von Braun qui ont participé à développer, n'est-ce pas, le programme spatial américain, parce que ils ont travaillé sur des fusées, pour le cas de Werner von Braun, sur les fusées V2, sur les missiles V2 par exemple. Donc le principe qui fait que un missile décolle, c'est-à-dire la loi d'action-réaction de Newton, le principe d'action-réaction, c'est-à-dire qu'à chaque action correspond une réaction proportionnelle et égale, combinée à la loi de Boyle-Mariotte, pour ceux qui connaissent un petit peu, la loi de Boyle-Mariotte, eh bien, il suffit en réalité pour s'arracher de l'orbite terrestre, vous devez fournir une force à l'opposé de la direction de celle de la gravité. La gravité, sur le plan physique, par exemple, on sait que c'est une déformation de l'espace-temps. Bon, il y a les deux définitions, vous pouvez trouver celle de Newton, n'est-ce pas? Où c'est comme si un corps céleste attirait quelque chose, comme un gigantesque aimant qui attire quelque chose au centre de soi. N'est-ce pas? C'est un peu comme ça. Donc, il y a vous imaginez comme des lignes de force qui se dirigent vers le centre du noyau de la Terre. Vu on parle toujours des noyaux depuis le début, et vous comprenez bien que la notion des noyaux, c'est indispensable. Est-ce que vous voyez un petit peu? Des noyaux, donc la Terre aussi a les noyaux, a un noyau. Mais évidemment, c'est gigantesque. Il y en a un seulement, et c'est gros, n'est-ce pas? Donc, ça, qui se dirige en quelque sorte vers le noyau. C'est très gros d'ailleurs. C'est énorme. C'est énorme. Un noyau liquide en plus, hein. Incroyable. Un noyau liquide. Il y a même une partie solide dans le noyau en question, vous imaginez la taille. Donc il y a un noyau au centre, n'est-ce pas? Donc ça attire les choses vers le centre de la Terre en quelque sorte. Un noyal, les noyaux. C'est le singulier. Ils sont maudits dans les commentaires. Un noyal. Donc il y a un noyal très gros au centre de la Terre, et donc qui attire. C'est-à-dire que il faut imaginer l'univers un peu comme une espèce, comme s'il y avait une sorte de tissu, n'est-ce pas? Le tissu, ce qu'on appelle dans la théorie de la relativité de Einstein, évidemment, la relativité générale, vous avez le tissu espace-temps. Hein? C'est-à-dire que c'est comme une espèce de tissu, et pour représenter ça, on met souvent une boule très lourde au milieu, une boule, il y a toujours des boules quelque part, on met une boule très lourde au milieu d'un linge qu'on a tendu, et puis cette déformation du linge vers le centre, c'est un peu ça pour représenter un petit peu l'effet de la gravité sur l'espace-temps. Donc la boule représente le corps céleste tel que le soleil ou la planète, ainsi de suite, et puis la déformation du tissu représente un petit peu l'espace-temps. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que quand tu comprends ça, tu sens qu'on attire quelque chose au centre de la Terre. Donc, dans tous les sens, comme si on attirait. Donc, le Soleil attire, évidemment. Et si notre Terre tourne autour du Soleil, c'est justement parce que la Terre est prise dans le champ gravitationnel. Le champ gravitationnel, donc de la déformation de l'espace-temps, finalement, du Soleil. Et donc, la Terre aussi résiste, vu que déforme une de ses parties, et donc elle peut rester un peu loin, mais pas trop éloignée, toujours pris dans le champ gravitationnel sans se rapprocher jusqu'au centre du Soleil, par exemple. Donc c'est cette force-là qui attire, ce qui fait que si quelque chose est suffisamment proche du Soleil, il est pris dans la force gravitationnelle du Soleil. Donc, c'est un peu la Lune a la même chose. Oui, la Lune proche. Sur tous les corps, en fait, c'est implacable. C'est implacable. Tous les corps ont ce principe-là. Et donc, c'est la même chose qui fait que quand vous lâchez quelque chose, vu que vous êtes trop proche de la Terre, vous tombez. C'est la même chose. Toi-même aussi, quand tu glisses, par exemple, et puis tu tombes, c'est la même chose. Donc, pour ceux qui nient l'existence de la gravité pour les platistes, je me demande bien, essayez d'aller monter sur un immeuble et puis essayez de vous lâcher.
voir si la gravité n'est qu'un simple mythe ou une simple invention, pour ceux qui pensent que la gravité est inventée. Le simple fait même qu'ils aient les fesses collées à leur siège est une preuve de la gravité. C'est comme si quelqu'un nie qu'il possède des noyaux alors qu'il a la main dessus pendant qu'il parle. Et on peut dire que c'est la raison pour laquelle les noyaux pendouillent d'ailleurs, et que les seins, à un moment donné, au départ, chez les filles, Exactement. les seins essaient de défier la gravité quand elles sont jeunes, mais après, elles subissent l'effet de la gravité. Ceci dit, nos noyaux aussi subissent la même chose. Donc, et par contre, La gravité ne perd jamais. Elle ne perd jamais. La gravité ne perd jamais de combat. Jamais. La gravité ne perd jamais, jamais. Les garçons, c'est pas de l'ironie, hein. La gravité ne perd jamais son combat. Ah oui. La gravité finit toujours par nous avoir, tôt ou tard. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, la gravité est toujours là, tôt ou tard. Et donc, vu que la force de la gravité, c'est comme une force électromagnétique qui attire quelque chose au centre de la Terre, eh bien, il suffit de produire un mouvement inverse. Donc, quelque chose qui va rejeter une énorme puissance en direction, la direction opposée, n'est-ce pas? Et donc, pour aller. Et donc, c'est le principe d'un missile ou bien d'une fusée, d'un turboréacteur, disons même. Le turboréacteur est une espèce de moteur qu'on va placer au centre d'un missile ou bien d'une fusée, en bas, qui va produire de la chaleur. En général, on utilise ce qu'on appelle des ergols. Hein. Alors, il y a plusieurs sortes d'ergols. Il y a des types de kérosène spécial qu'on utilise pour le spatial, une forme de kérosène. Il y a, où on utilise le tritiyle aluminium et du tritiyle borane, mais il y a aussi le légendaire oxygène et puis hydrogène, n'est-ce pas? C'est de l'eau en quelque sorte, quoi. On prend de l'oxygène puis de l'hydrogène. Donc, à l'origine, c'est de l'hydrogène qu'on va brûler, mais on utilise l'oxygène comme comburant parce que la fusée, là où elle va partir, elle arrivera à un moment donné, il n'y a plus d'air. Et donc, pour favoriser, n'est-ce pas, la combustion, on utilise de l'oxygène donc liquide avec de l'hydrogène liquide qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des boosters, à gauche, à droite. En général, vous voyez, dans une fusée, il y a deux boosters, un booster à gauche, un booster à droite. Bon, aujourd'hui, on a des fusées différentes qui n'ont plus de booster. Ceci dit, SpaceX a toujours ce qu'on appelle le Super Heavy, a toujours deux boosters à côté, mais en dehors des Super Heavy, il y a ce qu'on appelle des Falcon, où ils ont réussi à mettre, ils utilisent plutôt une forme de kérosène spéciale, avec évidemment un peu de l'oxygène comme comburant, à l'intérieur pour pouvoir les brûler beaucoup plus facilement. Mais dans des fusées beaucoup plus grandes telles que Starship, le projet Starship que je suis beaucoup, là, c'est du méthane. Donc, ils ont réussi à utiliser le méthane. Alors, c'est très difficile à contrôler, mais c'est beaucoup mieux, beaucoup plus économique que de mettre des gros boosters avec l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide ou utiliser même du kérosène pour le coup. Donc, c'est ce principe qui a été utilisé pendant longtemps dans des missiles V2 et dans plusieurs types de missiles que les gens se sont dit, tiens, et si on utilisait ce type de moteur, donc des turboréacteurs voilà, pour le spatial. Et donc, on les met, mais très peu de pays sont capables de maîtriser cette façon de fabriquer les choses. Donc voilà pourquoi, en général, quand un pays est capable de fabriquer une fusée, c'est qu'il est capable de produire des missiles aussi. Et vous remarquerez que des entreprises qui fabriquent des fusées telles que SpaceX, ou bien, peu importe, dans n'importe quel pays, en général, ils sont surveillés par les services secrets. Parce qu'ils peuvent faire de l'armement, justement. Ou alors, des institutions ou des pays, des institutions internationales ou des pays peuvent tenter de les pirater ou s'approcher d'eux pour avoir des secrets de fabrication. Donc voilà pourquoi c'est très contrôlé souvent. Voyez-vous? Et ça ne vous étonnerait pas que demain, par exemple, qu'ils commencent à fabriquer, que SpaceX commence à fabriquer des turbos, des moteurs d'avion, ce genre de choses, ou des missiles même, puisqu'ils en ont la capacité. Quand vous voyez un Falcon, une fusée Falcon, c'est pratiquement un missile, quoi. Voilà pourquoi en anglais, ça s'appelle rocket. En anglais, ça s'appelle rocket, c'est-à-dire c'est fusée. Rocket, rocket, rocket. Alors que chez nous, en français, plutôt rocket, c'est pour l'autre, là. Et donc, voilà pourquoi... En allemand, on dit raquette. Ah, vous voyez un peu, non? En allemand aussi, on dit raquette. Donc, c'est pour dire que l'Afrique doit quand même maîtriser la fabrication et la production des fusées. Parce que si vous savez fabriquer une fusée, et aujourd'hui, n'importe qui peut fabriquer une fusée, hein. Aujourd'hui, il suffit d'y mettre des moyens et puis de la passion. Vous pouvez fabriquer une fusée. Les enfants chinois fabriquent des fusées low cost. Donc aujourd'hui, on peut le faire. Et si vous pouvez fabriquer des fusées, vous êtes à la porte des missiles.
tout, oui, avec, en plus, aujourd'hui, c'est beaucoup moins compliqué puisque la plupart des composants, vous pouvez arracher des composants électroniques dans les appareils de tous les jours et puis les reconvertir. Vous pouvez acheter ou commander carrément des composants, des circuits imprimés. En Chine, on en trouve beaucoup, un petit peu partout. Voyez-vous? Donc, on peut en acheter, on peut les utiliser autrement. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent. C'est pas pour rien qu'on parle des fois de science. On est parti dans la science, on est parti dans l'économie, dans la politique, dans la géopolitique. Justement, c'est pour vous permettre d'avoir un large spectre de connaissances, de savoir, pour que vous puissiez... C'est ça qu'on appelle une analyse, une véritable analyse. Pas les analyses mbarakata que les gens vous font à l'extérieur, où on vous ouvre un live, où on insulte 2-3 personnes et on les traite de tous les noms. Et puis on dit, bon, à la fin tu dis, tiens, j'ai fait une analyse géopolitique. Tu n'as foutu aucune analyse géopolitique. Où tu as insulté les gens, tu as fait des calomnies, des fausses informations, parce que tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas fait d'analyse. C'est ça qu'on appelle une analyse géopolitique. Et pour faire une bonne analyse, il faut avoir un degré de culture générale très énorme. Très énorme, un grand bagage de culture générale, puisqu'une bonne analyse suppose une bonne connaissance en sciences, une bonne connaissance en histoire et ainsi de suite dans tout ce que vous avez vu. Maintenant, une bonne analyse aussi consiste à laisser les gens poser des questions également. Donc, ce ne serait pas une bonne analyse si on ne vous laissait pas poser vos questions, n'est-ce pas? Et donc, on aimerait vous voir monter, donc faites vos demandes. Venez nous poser vos questions et nous allons répondre à vos questions. Alors, l'idée c'est, une fois de plus, lorsque vous montez, posez une question ou deux, maximum deux, mais pas plus de deux s'il vous plaît. Donc, faites vos questions, maximum une ou deux questions. Donc, montez, posez une question, maximum deux, c'est mieux même d'en faire une. Mais s'il vous plaît, réfléchissez bien à la question que vous allez poser. Alors, il y a toujours des gens qui montent souvent avec des questions en mode un peu fanfaron, n'est-ce pas? Et si vous avez des questions sur des histoires de FMES, tout ça là, vous inquiétez pas aussi, on prend toutes les questions. Donc, même les gens qui, l'autre là, si vous pensez qu'on a vendu l'Afrique, je sais pas où est-ce que vous êtes parti ramasser ces conneries là, mais si vous avez ce genre de questions bêtes aussi, on est là, on vous attend. Toutes les questions, posez-les. Tout ce qu'on vous demande, c'est formuler bien votre question. Je dis bien, formulez bien votre question, mais soyez poli. Il est hors de question que vous mentiez pour venir nous manquer de respect ici, là. Peu importe ta question, tu montes, formule-la bien, que ce soit bien formulé, que ce soit respectueux. Il est hors de question que la plupart des abrutis qui sillonnent sur TikTok, qui n'ont que l'insulte, viennent ici, là. C'est ce que disait, comment il s'appelle? C'est pas de l'arrogance, mais c'est ce que disait le professeur Nissib. Hein? Quand il est venu ici, là, il y a quelques jours, Lasconi, il est venu ici, on dit, pourquoi tu viens pas sur TikTok? Il a dit, il est hors de question que le premier couillon venu, qui n'a pas de connaissances, vienne me manquer de respect ou vienne me contredire sur des choses sur lesquelles il n'a aucune maîtrise. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de savants ne viennent pas sur TikTok. Donc, quand vous avez des gens qui donnent ce genre de choses, s'il vous plaît, soyez polis. Il est hors de question qu'un jeune qui n'a pas encore la capacité, qui ne peut pas encore traquer les bactéries qu'il y a dans son caleçon, qui ne peut pas traquer tous les cafards qu'il y a dans sa maison, qui ne peut pas traquer tous les rats qu'il y a dans sa cuisine, qui n'est pas capable de traquer l'argent dans ses poches vu que ça en manque, n'est-ce pas? Qui n'est pas capable de traquer la galère, de la chasser, et toi, qui n'est pas capable de traquer la connaissance ou de traquer l'ignorance qu'il y a dans ton cerveau pour la chasser et remplacer par la connaissance, que toi maintenant tu sois devenu expert pour traquer les traîtres sur le continent africain ou des traîtres sur Internet, des gens que toi tu juges traîtres alors qu'on te paye Internet, qu'on te paye ton slip, on te paye des écouteurs, on te paye tes habits, on te paye la nourriture, on te paye l'école, on te paye tout. Et c'est toi qui vas venir dire aux gens qui sont plus riches, plus cultivés, plus intelligents, plus informés que toi, tu vas venir leur dire que eux ce sont des traîtres. Te gifler, te coller une balayette si je suis devant toi. Il ne faut pas suivre des vieux perdus qui vous amènent à l'abattoir intellectuel en essayant d'avoir du buzz. Vous savez, il y a des personnes, c'est une technique qui est connue depuis longtemps. C'est ce que Booba a fait à chaque fois, clasher les gens à gauche et à droite pour essayer de continuer à exister, ainsi de suite. Clasher, parce que sur les réseaux sociaux, si ton contenu emmerde les gens, ça énerve, tu n'apportes pas vraiment de plus-value, bah, les gens aiment le Congo, ça, les gens aiment le clash, donc tu te mets à clasher n'importe qui. Donc, vous voyez quelqu'un, il s'est déjà clashé avec la moitié de toutes les personnes sur Internet. Vous voyez,
C'est juste quelqu'un qui essaye de survivre sur un réseau où il n'apporte rien. Donc, tapotez, s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez le live. Bon, on va commencer à prendre les gens. Alors, la première personne, si on voit votre demande, ça veut dire que vous avez fait pour poser la question. Donc, s'il vous plaît, posez la question et descendez. On reste répondre et ensuite on prendra de temps en temps. Est-ce qu'il est là d'abord? Sub-0. Il est monté, mais il ne parle pas. Je pense qu'il buguait un peu. Parce que vous savez que ce qu'on fait là, les amis, et je rappelle une fois de plus, parce que tu sais ce qu'il a dit quand il était là, Wilfried Lasconi? Il a dit, moi, je ne donne pas la connaissance gratuitement. C'est ce qu'il a dit. On lui a dit, ah, mais pourquoi? Il a dit, la connaissance que nous avons pour l'avoir, et je pense que tu le sais mieux que moi, totalement. On a dépensé beaucoup d'argent pour avoir la connaissance, hein, les amis. Les livres, ça coûte cher. Ces derniers jours. J'en parle beaucoup ces derniers jours parce que dans les clashs, les Africains sont très engagés. Ils vont envoyer tout type de bonnes choses. Mais sur, tu vois, le faible, le faible engagement sur la masterclass que nous venons de produire, les Africains sont animés, en tout cas nos frères sont animés d'un virus un peu inquiétant qui consiste à estimer que ce qui est de la qualité est gratuit. Par contre, si on s'est réunis pour s'insulter, je t'assure, ils vont payer pour écouter les insultes. C'est tout le paradoxe de la chose. C'est très paradoxal, c'est-à-dire que les gens vont payer pour ça, pour les insultes, alors que, et la connaissance, normalement, ce que nous faisons, on donne une connaissance gratuite. C'est-à-dire que la connaissance, normalement, coûte cher. Je rappelle que l'analyse que nous venons de faire, là, c'est une analyse incroyable. Ça, sur des plateaux de télévision, ça vaut de l'argent. Il y a des chroniqueurs qui s'asseyent, il y a des gens qu'on invite sur des plateaux de télévision pour aller dire parfois des choses moins bien que ce que nous venons de dire, avec moins de pertinence, mais ils sont payés. Quand vous entendez quelqu'un vient intervenir sur un média, on a invité un professeur intel pour faire une intervention sur un média, les gens ont un chèque après, des fois, parfois, on les paye. Il y a des gens parfois qui sont payés, surtout les chroniqueurs, ceux qui ont un poste de chroniqueur sur un média, il est là, des fois il peut recevoir un peu d'argent parce que c'est normal, il donne son intelligence, sa connaissance, et après on retourne, on lui donne des gens qui partent, voilà, chroniqueurs à BFM, chroniqueurs à LCI, tout ça, ils sont là tous les jours, ils font des analyses politiques moins pertinentes que les nôtres, ils racontent beaucoup plus de bêtises parce qu'ils sont vendus au système, mais ils sont payés. Et le professeur Lasconi dit, moi, mes connaissances, j'ai appris avec de l'argent, j'ai dépensé de l'argent dans les voyages, dans les formations qu'il a dû lui-même faire, dans les livres, dans les tout, il dit, pour lui, il est hors de question. Donc ça veut dire que lorsque nous venons blanchir certaines nuits, lorsque nous venons dépenser du temps, de l'énergie, quelque part bénévolement, n'est-ce pas, les amis, il faut, sachez que c'est un sacrifice quelque part que nous faisons, parce que tout ce que nous venons de dire, ce sont des connaissances. On aurait pu, quelqu'un peut entreprendre d'écrire tout un, imagine si tu écris tout ce que nous venons de dire avec Wilfried, ça va te faire un énorme livre. Tout ce qu'on vient de dire depuis le début du live jusqu'à maintenant, si tous les mots que nous avons prononcés, imagine si tu dois prendre phrase par phrase, phrase par phrase, tu mets ça dans un livre, ça te fera un excellent livre de géopolitique, il suffit de bien arranger tout ça par chapitre, ça te fait un excellent livre de géopolitique, même en allant sur la science, et les gens vont lire, ça te fait de l'argent. Donc en quelque sorte, c'est comme si nous venons d'écrire un livre en... Ça fait 6 heures de temps qu'on est en live. Hein. Là, je compte 6h50 minutes. Ça veut dire qu'en 6 heures de temps, le débit de mots qu'on a prononcé et de phrases, d'autant plus qu'on fait des analyses assez rapidement, vous imaginez, ça peut produire un énorme livre de plusieurs pages. C'est comme si tu lisais un livre pendant 6 heures. Il y a des livres audio qui font 6 heures de temps, justement. Donc, qui font 2 heures de temps même, un livre, tu lis, ou 3 heures. Mais là, c'est 6 heures. Et en plus, on parlait rapidement. Donc, vous voyez très bien que ça ferait un livre incroyable de géopolitique. Donc, c'est comme ça qu'on vient de vous diffuser un livre en direct. C'est pourquoi, les amis, c'est une forme d'encyclopédie, en plus, dans tous les domaines, analyse complète. Donc, d'abord, on voulait vous remercier. Hein. Vous êtes resté pas de 1400, 1500 depuis le début. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire que les gens aiment l'intelligence, la connaissance et le savoir. Les gens n'aiment pas beaucoup le Congossa. Quand vous irez sur un live de Congossa, vous verrez maximum 300 personnes parce qu'il y a toujours quelques couillons. Mais quand vous viendrez sur les lives où il y a l'intelligence, vous verrez toujours. Voilà, les gens préfèrent l'intelligence. Tu voulais ajouter évidemment, Wilfried? Oui, je voulais dire, c'est là d'ailleurs d'autant plus paradoxal que
les thématiques que nous abordons ici, j'ai fait justement quand par exemple moi, quand on fait l'Asconi, parce que l'Asconi c'est un ami, hein, on se connaît personnellement, on s'entend d'ailleurs très bien. Quand on fait ce genre de conférences sur des plateformes parfois avec des Européens, une conférence de ce type de 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, avec simplement 20 personnes dans la salle, et ils te payent à la hauteur de ce que tu as produit. Dès que tu vas retrouver tes frères africains, ils vont te traiter de vendu. Tu vas faire la même masterclass devant eux. Ils sont 1500, ils sont 2000. Et ils vont pas te fournir le 10e en rémunération que ce que 20 personnes t'ont payé sur nos conférences réelles. Et à un moment donné, tu te dis, mais à quel moment c'est symptôme légitime de remettre en question la rémunération de quelqu'un qui produit de la substance intellectuelle quand il nous offre la même substance intellectuelle et qu'on n'est pas en mesure de lui apporter la même compensation? C'est une simple question de logique, on dit. C'est-à-dire, les Africains estiment que la connaissance qu'on leur donne à eux, elle leur est due. Donc, genre, c'est un droit de naissance. Il te dit, mais c'est pour la communauté, fais ça pour la Donc, en fait, tu as fait tes recherches, comme Lasconi dit, tu as fait tes voyages, tu as écrit tes livres, tu as préparé tes documentaires et tout. C'est pour la communauté. Par contre, le footballeur, normalement censé jouer pour son pays, est payé pour. La chanteuse qui exprime juste son art et fait danser la communauté, bah, il est payé pour. La seule structure, le seul couloir où on te prône l'amour du prochain et l'humanisme à outrance, c'est sur la transmission de la connaissance. J'estime que c'est une maladie qu'il faudra soigner au plus vite. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec Lasconi dans ce qu'il dit. Parce que non seulement ici, et en plus faire remarquer que non seulement tu vas fournir cet effort, mais en plus on va te poser la question, quand est-ce que tu évoques aussi, je vois là un commentaire qui demande quand est-ce que vous parlez des événements du Mali. Donc c'est comme ton employeur qui te dit quand est-ce que tu résous, quand est-ce que tu boucles aussi le dossier là sur l'entreprise, sur Boeing. Tu viens de régler pour Alstom, quand est-ce que... Vous parlez du Mali quand? Avec trois points d'interrogation. C'est comme si je vous ai donné l'argent, non? C'est quand que vous parlez du Mali, hein, avec 3 points d'interrogation. Depuis que je vous ai payé, vous faites autre chose. Les gars, c'est pas comme ça même qu'on parle aux gens qu'on demande. Vous parlez du Mali quand? Avec 3 points d'interrogation. D'abord, on en a parlé ici. Si tu étais venu plus tôt, tu en as entendu. On a même commencé par ça. Par l'AES, le Mali, on a fait des parallèles à chaque fois, puisque la première phrase, que c'est quelqu'un qui s'est plaint en disant ça, on lui a dit non. Tout est interconnecté. Parler de la guerre en Iran, USA, et faire le tour de toute la géopolitique mondiale, c'est forcément évoquer des choses qui sont liées avec ça. Faut pas faire des choses comme ça. En plus, vous donner des ordres, alors qu'on en a parlé même. Faut pas faire des choses comme ça, les gars. Bon, Sub-Zero, je pense qu'il est là. Hein. Bon, on te fait descendre, parce que apparemment, tu ne sais pas. Et c'est ça le problème. Vous pouvez pas être sûr. Tu es là, mais tu n'es pas là. Il est en train de niasse pour. Après, il y a des gens aussi. J'ai découvert une fois ici, là. Tu sais, quelqu'un qui a monté ici, là, en plein débat. Nous, on débattait, on a fait monter la personne. On les a entendus en train de niasse. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Ah, vous étiez en plein débat. Ils étaient en plein débat. En plein débat. Pendant que nous, on était en plein débat. Exact. C'est dingue. Nous, on est en débat. Eux, ils sont en débat. Résultat, il est monté. En fait, après, il est venu dire, non, en fait, on a l'habitude de mettre des écouteurs et de t'écouter. Donc, en fait, il nous écoutait, mais en train de faire autre chose. Après, bon, on peut dire que c'est quelqu'un qui aime la connaissance jusqu'au point de... Il se sépare pas de la connaissance même en plein... Ouais. Il joue l'utile à l'agréable, c'est bien. Ça, c'est bien quand même. Vas-y, ce sont les ébatteurs. Konaté. Ouais. Ça va la famille, Otep. Otep, comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Bon, merci pour ce masterclass, les gars. Et vous avez raison, hein, c'est vrai que les gens devraient t'applaudir, envoyer plus de cadeaux, quand même. Claire. Donc, la famille, s'il vous plaît, tapotez massivement le live, partagez. Et ceux qui peuvent, les plus riches d'entre vous peuvent balancer quelques cadeaux. Ma foi, ça fait pas de mal. Donc, alors, quelle est ta question, Konaté? Ma question, en fait, c'était, enfin, je suis assez curieux par rapport à la bombe H. Du coup, en fait, je me dis, étant donné qu'il y a de l'hydrogène partout autour de nous, quand ça explose, pourquoi ça ne fait pas une explosion à la chaîne
pourquoi ça s'arrête? Comment ils font pour contrôler l'explosion? L'hydrogène, en fait, l'hydrogène, on ne fait pas de réaction à la chaîne avec l'hydrogène. C'est avec l'uranium. Le principe d'hydrogène, c'est la fusion nucléaire. L'hydrogène, Ouais. évidemment, il y en a tout autour de nous. Il y en a dans l'eau que tu bois, puisque l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, d'où le fameux H2, le 2 qui est juste en bas de l'hydrogène, et le O avec 1 atome d'oxygène. Donc 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, donc H2O. Donc c'est un petit peu ça le principe. Alors, l'hydrogène qu'il y a autour de toi, il y a 2 types, comme on vient de le dire, c'est souvent le dihydrogène, n'est-ce pas? Ouais. Dans l'eau, et puis l'hydrogène normal où tu as un atome, un proton à l'intérieur et puis un neutron, puis ensuite à l'extérieur tu as un électron. Mais Ok. ça c'est voilà la forme que l'on trouve le plus. Le problème c'est qu'il y a d'autres formes, celle dont on venait de parler où il y a 2 neutrons. Donc ce sont des isotopes, hein. Il y a un Ah, ok. isotope où il y a 2 neutrons avec un proton et évidemment un électron. Alors ça, c'est extrêmement rare. C'est ce qu'on appelle le tritium. Donc il y a le deutérium et le tritium. Et le tritium, lui, il est très rare. Pourquoi c'est rare? Parce qu'on trouve ça en général justement dans les noyaux des atomes ou alors dans des endroits un petit peu loin après quelques réactions qui se produisent dans l'univers, dans le cosmos. Donc c'est un petit peu rare. Sur Terre aussi, on peut trouver ça, mais à une proportion extrêmement infime, n'est-ce pas? Donc on peut trouver ça sur Terre naturellement, mais c'est un peu plus rare à trouver. C'est-à-dire que si tu dois, d'ailleurs, la plupart du tritium que l'on a, on le fabrique. Il y a du bruit dans ton micro. Ah merde, désolé. Donc, apparemment, tu es en train de laver quelque chose, apparemment. Bon, je me dis, Ah, merci, c'était éprouvant. justement, après on se demande qu'est-ce que tu peux bien être en train de laver. Ça, c'est une question qui reste... Non, je suis pas en train de laver, je suis au travail, c'est les machines qui tournent, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Des machines, ok, d'accord. Donc, la plupart du temps, le deutérium, le tritium, on le fabrique. Le tritium, on va le fabriquer. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile à trouver naturellement comme ça. C'est trop dur. On peut trouver le deutérium, d'accord, mais le tritium, il est trop dur à trouver. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire nous-mêmes. Donc, il y a des procédés chimiques pour ajouter un neutron, n'est-ce pas? On lui ajoute un neutron, puis ensuite, voilà, là, c'est bon, on a produit du tritium. Et après, on va les faire se mélanger. La deuxième raison pour laquelle, donc, ça ne peut pas se faire naturellement, c'est qu'à l'état naturel, ils se détestent. Comme on l'a expliqué, ils ne peuvent pas se blairer. Il faut une pression intense et une chaleur impossible pour les forcer à se marier, donc à fusionner. Donc, ça, c'est des conditions que l'on trouve au cœur du Soleil. Parce qu'il y a toute la masse qu'il y a, rien que toute la masse qu'il y a tout autour du Soleil, tout le plasma qu'il y a. Vous imaginez bien que plus vous allez au centre du Soleil, plus la pression devient énorme. Et c'est ces conditions qui font que, au centre du Soleil, eh bien, les atomes d'hydrogène en question dont on vient de parler vont fusionner. Et après, ils produisent un atome d'hélium. C'est pourquoi l'hélium, évidemment, est composé de 2 atomes, n'est-ce pas, de atomes d'hydrogène. Donc, est-ce que tu comprends un peu ce qu'on explique là? Oui, 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 je comprends, ouais, parce que sinon, c'est vrai que si ça se trouvait partout, ça serait compliqué pour nous. Exactement. Donc, voilà, tu vois que quand tu vois la formule de l'hélium, bah, après, il y a plusieurs formes également aussi. D'hélium aussi, ça peut produire un peu plus tard. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Donc, il faut de la pression. Et cette pression, comme on l'a expliqué, on la trouve en faisant exploser d'abord une bombe A, puis ensuite, on met une bombe H dedans. Donc, dans une seule bombe, tu mets une bombe A, et une bombe H. Quand la bombe A explose, eh bien, au centre de cette explosion, de ce gros nuage là-bas, il y a une chaleur qui est comparable à peu près à celle que l'on trouve, et une pression comparable à celle qu'on peut trouver au centre du Soleil, ce qui pousse finalement le deutérium et le tritium, donc ces 2 isotopes d'hydrogène, se mélanger, donc le H3 et le H2, c'est pas comment on les appelle, puis ensuite, et le H1 étant l'hydrogène normal, que l'on trouve un peu partout. Donc le H2, donc deutérium et le H3 se fusionnent et ensuite ils produisent une énergie incroyable. Et là, et vous mettez beaucoup, hein,
À chaque fois qu'il fusionne, l'énergie est impossible, et là c'est beaucoup. Donc voilà pourquoi ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, pour parler de la fission maintenant, pourquoi il n'y a pas de fission nucléaire dans l'état de tous les jours? Parce que déjà, pour qu'il y ait fission nucléaire, on vient de le dire, il faut trouver de l'uranium 235. Or, l'uranium 235 se trouve seulement à 0,7% dans la nature. Sinon, 99,3% de l'uranium que l'on trouve, c'est l'uranium 238. Mais cet uranium 238 ne peut pas faire de réaction en chaîne comme ça tout seul. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc voilà pourquoi il y a cette forme de stabilité. Il y a quelques rares fois où, dans la nature, de l'uranium 235 a pu créer des réactions en chaîne comme ça. Par exemple, au Gabon, je pense que les Gabonais qui sont ici le savent, on a découvert une forme de, entre guillemets, réacteur naturel, n'est-ce pas? Réacteur naturel, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'à l'époque, pendant plusieurs années, voire millénaires à l'époque, il y a eu ce type de réaction en chaîne, dans une moindre mesure, à l'air libre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça s'est produit un peu à l'air libre, ce qui faisait que, quelque part, le Gabon ressemblait... non, pas Deutéronome. Arrêtez de me déconcentrer avec les commentaires. C'est Deutérium, pas Deutéronome. Comme je parle souvent des religions, les mecs ont dit, ils pensaient que j'allais dire Deutéronome. Donc vous voyez un peu. Donc le Gabon avait cette espèce de centrale naturelle qui se produisait où l'eau chauffait, très certainement à l'air libre comme ça. Mais bon, ça a pris des milliers d'années plus tard. Puis ensuite, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, notamment. Donc voilà un peu, si je puis dire, les raisons pour lesquelles on ne peut pas constater ces phénomènes-là dans la nature. Parce que le faible pourcentage de l'uranium, et en plus cet uranium-là est mélangé avec de l'uranium 238, donc il ne peut pas rentrer il faudrait d'abord lui envoyer des neutrons, et ça ne se fait pas tout seul comme ça dans la nature. Il faut contrôler ces réactions. Et les quelques rares fois où ça se fait dans la nature, c'est au centre, par exemple, de la Terre ou au centre du Soleil, ainsi de suite, quand on comprend des mécanismes de fonctionnement. Donc, tu vois un peu? Ou avec d'autres types de matériaux radioactifs, mais là, ce serait un peu trop... Ce serait un peu long si on doit rentrer dans tout ça. Est-ce que tu comprends un peu? Ok, merci, mes 2 heures. Merci, c'est gentil. Il veut y ajouter quelque chose, bien évidemment. Non, rien à ajouter. Je crois qu'on va laisser d'autres personnes... Allez, je descends. Donc, pour ceux qui veulent monter, bien évidemment, faites vos demandes. On va faire monter. Montez, évidemment, faites comme l'autre, posez une question précise. Donc, montez, posez une question précise, une ou deux, et ensuite on vous répond. Effectivement, au pays au Gabon, nous avons une centrale nucléaire naturelle, effectivement. Ndoula. Oui, mon frère. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Je vais très bien, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Kanga. Bonsoir. C'est vrai que c'est vrai que ce j'ai n'est pas apprécié faux. beaucoup. Ouais. Bon, j'ai beaucoup apprécié votre présentation sur les questions nucléaires, mais particulièrement, Médusa, c'est un véritable honneur de t'écouter quand il s'agit des sujets liés à l'émancipation du peuple africain, sur les sujets liés à la désaliénation. Je vous dis vraiment merci. Bon, j'ai 2 questions. La première, c'est celle-ci. Quand je vous écoute sur le nucléaire, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. La question, c'est si un pays, par exemple, attaquait soudainement, par exemple, les États-Unis avec une bombe, comment peut-il riposter s'ils étaient anéantis? Et à une telle bombe est-ce qu'il y a une capacité de l'intercepter? Ça, c'est ma première question, qui a 2 volets en réalité. Techniquement, tu as les temps jusqu'à l'impact. Ça dépend du pays à partir duquel la bombe est larguée. Selon la distance, le pays aura le temps de larguer la riposte également.
Les bombes nucléaires sont beaucoup plus difficiles à intercepter que les bombes conventionnelles parce que en fait, la réaction se produit, comment dire, c'est programmé, la réaction peut se produire soit à l'impact, soit avant l'impact. De toute façon, la bombe nucléaire, même si elle explose entre ciel et terre, il suffit qu'elle soit suffisamment proche de la surface du sol pour que l'onde de choc pulvérise tout. La bombe atomique, le cratère, en fait, est la partie qui tue le moins. Ce qui va tuer le plus de personnes, c'est l'onde de choc et tout ce qui va résulter, le nuage radioactif et tout le tralala. Donc, tu ne vas pas dévier ou poser des intercepteurs comme avec n'importe quel missile et le tour est joué. Là, c'est totalement autre chose. C'est un niveau supérieur. Tu vois, les missiles iraniens ou les missiles conventionnels vont te tuer 5, 10, 15, 20 personnes. Là, on est sur quelque chose qui t'élimine des centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire, on est dans des échelles urbaines, voire dans des échelles de pays. Donc, pour le premier volet de ta question, je te rassure déjà, si on peut utiliser le terme, que il vaut mieux aboutir à une situation où les pays possédant l'arme nucléaire se neutralisent mutuellement, plutôt que de compter sur une hypothétique interception. C'est pour ça que tu vois les pays qui ont l'arme nucléaire évitent de se frotter les uns aux autres, parce que là on est sur une échelle où l'interception n'est pas vraiment la panacée sur laquelle on peut miser. Maintenant, comment l'autre pays va riposter puisque il est anéanti? La raison pour laquelle Nikita Khrouchtchev est venu poser les missiles en 61 sur, en 62 sur Cuba, c'est pour se rapprocher des États-Unis. Tu es il y a 200-300 kilomètres de la Floride, donc c'est beaucoup plus rapide que si tu les largues directement de Moscou ou de je ne sais où. Donc ça fait que ça diminue le temps que les Américains peuvent avoir pour réagir. Ça diminue le temps de réaction et donc ça permet de frapper plus efficacement. Donc la distance est un facteur qui intervient beaucoup. Les pays possédant l'arme nucléaire sont relativement éloignés les uns des autres pour permettre une réaction. Une fois que tu as largué, évidemment, les systèmes de détection, chaque pays a ses satellites, ses radars qui immédiatement vont se rendre compte lorsqu'une attaque est lancée. Ça ne peut pas passer inaperçu, d'autant plus que les systèmes de détection d'aujourd'hui sont beaucoup plus perfectionnés, plus performants qu'avant. Donc si la France décide d'activer son arsenal nucléaire et dirige vers Moscou, tout sera calculé instantanément. La trajectoire, on le voit déjà avec des missiles conventionnels en Israël. Ça prend une trentaine de minutes pour partir de l'Iran vers Israël et Israël a le temps d'intercepter. Pour l'arme nucléaire, impossible d'intercepter ou presque, enfin, intercepter, il vaut mieux oublier ce volet-là avec l'arme nucléaire. Mais le temps de réaction, tu l'as. Donc, l'arme nucléaire, en fait, c'est l'anéantissement mutuel. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'on ne casse pas des noises à ceux qui possèdent la bombe atomique. Kim Jong-un peut massacrer tout le peuple nord-coréen s'il le désire. Il y a personne qui viendra lui enseigner la démocratie demain matin. Parce que, si tu t'y aventures, il rase le Maryland, il rase la Caroline du Nord, il rase l'Illinois, et même si tu rases toute la Corée du Nord en guise de représailles, il aura rasé en tout cas le poumon nourricier, le poumon financier des États-Unis. Il aura ramené les États-Unis 250 ans en arrière. Donc c'est un peu ça le principe. C'est pour ça que l'arme nucléaire, c'est en quelque sorte le plafond de verre de tout le monde. Exactement. Et pour compléter, en fait, alors il y a beaucoup il y a beaucoup de scénarios évidemment. Il faut savoir que c'est des scénarios qui ont déjà été imaginés par les États-Unis à l'époque. On se souvient de ce qui s'était passé à l'époque avec les missiles de Cuba. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la première façon de se préparer sur une attaque nucléaire, par exemple, c'est ce qu'on appelle la détection. Si tu n'es pas capable de détecter le missile envoyé par quelqu'un, tu n'as même pas de chance de pouvoir réfléchir à comment riposter. Tu le verras atterrir sur ta gueule et puis ce sera trop tard. Et quand le missile atterrit déjà sur ta tête, c'est la panique totale. Le temps de se demander qui a lancé, mais ça vient d'où, pourquoi il l'a lancé et comment je fais pour réagir. Les gens paniquent. Tu n'auras même pas le temps de riposter parce qu'il faut d'abord identifier. Donc, la première chose que les États-Unis se sont dit, il faut qu'on ait la capacité de détecter. Donc, ils ont développé un système
qu'on appelle détection, décision, défense, riposte et gestion de crise. Donc c'est en 5 points. Détection, donc il détecte d'abord l'appareil. La décision, après la détection de qui a envoyé, c'est Wilfried qui a envoyé, d'accord. Prend la décision. On décide d'attaquer, de riposter ou pas. Parce que ça aussi c'est quelque chose. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui, je vois. Bon, attends, je vais bloquer cet idiot-là. FMS a programmé l'attaque au Mali. Je t'avais prévenu depuis, je te bloque. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui sont là. J'en vois encore quelqu'un parler des histoires de FMS. Là, je le bloque directement. Allez faire vos bêtises de FMS à l'extérieur. Là, on n'est pas là pour venir jouer. Vous connaissez les FMS, la plupart d'entre vous. Son pseudonyme, c'est SH, c'est-à-dire sombre hermaphrodite. Je l'ai bloqué d'ailleurs, et ce sera le cas pour la personne. J'entends encore quelqu'un parler des histoires de FMS, vos trucs de petits enfants, la fois aller faire ça à l'extérieur. Tout ça. La plupart d'entre vous ne saviez même pas ce que ça signifie depuis le départ, vous êtes la FMS. Et vous savez combien de think tanks ça existe sur cette planète-là. Allez faire vos conneries là-bas. Quand vous irez là-bas, ici là, on donne des connaissances, on donne des véritables cours. Les gens peuvent avoir des vraies connaissances. Si vous êtes étudiant et que vous écoutez ce live-là, vous avez une véritable expertise qui pourra vous aider. Vos conneries de qui consistent FMS, allez faire ça là-bas à l'extérieur, on n'est pas là. Grandissez à un moment donné quand même. On vous prend pour des cons et vous aussi vous donnez, vous amenez votre tête à l'abattoir. C'est quoi ça? Donc soit vous êtes capable de monter, on vous a demandé de monter, poser des questions. Si quelqu'un a une question à poser au sujet des conneries de FMS ou quoi que ce soit, c'est ici. Tu fais ta demande, tu montes et tu nous poses la question, on va te répondre. Donc, soit vous parlez de nous dans les coins, soit vous montez ici, là. On n'a pas besoin de ce genre de foutaise. Bon, tapotez, partagez, s'il vous plaît, la famille. Donc je parlais donc n'est-ce pas, donc ils vont détecter, n'est-ce pas, on détecte, on décide, puis la détection, la décision, la défense, puis la riposte, est-ce qu'on doit riposter? Et donc, au niveau de détection, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, pour moi qui suis souvent tout ce qui est aérospatial, j'avais suivi récemment, les États-Unis avaient utilisé les satellites de Elon Musk pour envoyer des missiles, des satellites pour enrichir leur constellation de satellites. En fait, il y a une constellation de satellites que les États-Unis avaient mis en place, qu'on appelle le Space Based Infrared System. C'est-à-dire que comment on peut expliquer ça en français? En gros, si tu veux, c'est plusieurs satellites que les États-Unis ont placés, qui ont un rôle, c'est de surveiller les émissions de chaleur sur Terre. Donc, tout ce qui émet de la chaleur sur Terre, il y a une cartographie en quelque sorte de la Terre, des zones de chaleur. Donc, avec ça, ils peuvent déterminer, si tu lances un missile, ils peuvent savoir qu'en quelques secondes, celui-ci vient de balancer un missile. Donc, ils peuvent automatiquement, dès que tu as lancé ton missile, ils peuvent essayer de deviner la trajectoire qui sera la tienne en voyant comment ça se déplace. Si tu pars vers les États-Unis, ils sont capables de calculer la trajectoire rapidement pour déterminer que ce missile, vu la trajectoire, vu l'angle, et ainsi de suite, il ira chez nous. Après, ce n'est pas facile puisqu'il y a des missiles qu'on a développés actuellement. Ça, c'est en général beaucoup plus facile à prévoir quand on a des missiles qui suivent des trajectoires en forme de parabole. Hein? C'est-à-dire que le missile sort, ça crée comme un énorme cercle et puis ça vient sur tes noyaux. Ça, c'est facile à prévoir, enfin plus ou moins. Mais il y a des nouvelles sortes de missiles qui sont sortis, qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est des missiles qui peuvent changer de trajectoire rapidement. Et en général, on leur met souvent des petits espèces de réacteurs à gauche et à droite, donc ils peuvent changer de direction. Donc le missile monte, il fait pap, 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 automatiquement en quelques secondes, il change de direction. Donc il peut créer un angle droit carrément. Alors que la plupart des missiles, normalement, ils doivent suivre une courbure, quelque chose de courbe comme ça. Mais un missile, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. En gros, on y attache des tout petits réacteurs à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, si par exemple, on fait sortir violemment de l'air ou bien une poudre, une petite explosion contrôlée à gauche, poum, n'est-ce pas? Et une autre en haut, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais vous voyez le principe. C'est comme si je te donne un violent coup de poing sur le ventre et sur la tête, tu vas te courber immédiatement. C'est à peu près le même principe.
Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si, imagine, bon, vous comprenez le principe, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils font. Donc, il y a des missiles qui peuvent changer de trajectoire rapidement. Bah, c'est comme ça. Donc, ça, c'est difficile à prévoir. Donc, d'où la difficulté. Mais si vous avez réussi, par exemple, à détecter avec le Space Base Infrasystem, rouge truc système, bah, ils ont un autre... et ça, ce qui s'occupe de ça, c'est un centre de commandement qu'on appelle le NORAD. N'est-ce pas? Le NORAD, c'est, je crois, quelque chose comme North American Aerospatial Defense Command, un truc comme ça. En fait, c'est une organisation militaire qui a été créée entre les États-Unis et le Canada. En gros, c'est pour protéger les Nord-Américains des attaques. Donc, ils ont cartographié tout le ciel et ils ont la constellation pour surveiller les États-Unis, mais aussi le monde entier. Donc, comme ça, si quelque chose se dirige vers eux, ils ont quelques minutes. Par exemple, si un missile quitte l'Iran, ils se disent, OK, il n'y a pas de souci. Mais si on sent qu'il a dépassé l'Afrique et puis se dirige vers les États-Unis, il peut se dire, bon, il n'y a aucune raison pour que ce missile-là vienne vers les États-Unis. Forcément, c'est nous. Et ça, en général, si le missile se trouve déjà sur l'Atlantique, par exemple, ils savent que ça vient vers eux. Là, ils ont quelques minutes pour prendre des décisions, s'ils doivent riposter ou pas. Mais il y a aussi des radars au sol. Par exemple, on a parlé de ça, hein, le THAAD, par exemple, pour le cas des États-Unis. Le THAAD, c'est le cas de l'Iran. Le truc que l'Iran avait bombardé là, n'est-ce pas? Il y a des grands radars, mais qu'on appelle, je crois, c'est Terminal High Altitude Area Defense, tout ça là. C'est aussi un système de défense. Hein. Je crois qu'ils avaient donné ça aussi aux Israéliens. C'est comme une espèce de bouclier anti-missile. C'est comme le truc des Israéliens là. Comment ça s'appelle déjà? Le dôme de fer. C'est comme le dôme de fer j'allais dire des musulmans. Le cerveau commence à fatiguer. Comme le dôme de fer des Juifs, des Israéliens. Donc, eux aussi, il y a une entreprise qui s'appelle Lockheed Martin, d'ailleurs ceux qui fabriquent les F-35 et la plupart des F-16, la plupart des avions que vous connaissez, c'est souvent produit par, soit c'est Lockheed Martin, soit c'est Boeing, mais en tout cas, la plupart, c'est Lockheed Martin qui produit les avions de guerre, et donc c'est eux aussi qui ont fabriqué le système en question, le système THAAD, hein, le Terminal High Altitude Area Defense, n'est-ce pas, qui est un système anti-missile. Donc, soit le THAAD va être capable, puisque il y a plusieurs couches également, donc il y a une couche beaucoup plus grande, donc le THAAD peut venir intercepter le missile, mais là encore, il y a des problèmes. Si tu interceptes un missile nucléaire, tu as deux choix. Tu peux envoyer toute une salve de missiles pendant que le missile est déjà sur l'Atlantique pour aller l'intercepter, si tu arrives à l'intercepter. Parce que finalement, il y a des missiles qui sont capables de contourner tes intercepteurs. S'il réussit à contourner tes intercepteurs là-bas, il arrive au-dessus des États-Unis. Souvent, c'est compliqué. Si tu envoies un missile pour contrer un missile nucléaire au-dessus des États-Unis, ça va créer un souffle radioactif, ce qui fait que ça peut avoir des impacts sur une zone beaucoup plus grande. Par exemple, si la bombe tombe par terre, elle peut détruire la moitié de la ville, mais si ça explose au-dessus de la ville, ça peut souffler toute la ville finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut souffler toute la ville et ça va créer un gigantesque panache avec un nuage radioactif en haut. Donc dans tous les cas, ça va avoir des conséquences graves. Ça c'est au cas où tu dois te défendre. Ils ont aussi un autre système qu'on appelle le Ground Based Mid-Course Defense, un truc comme ça, qui se trouve, je crois, en Alaska et en Californie, quelque chose comme ça. Et puis, ils ont des navires aussi, hein, qui ont des missiles anti-balistiques, parfois tout autour des États-Unis, mais dans l'océan, quoi, l'océan Atlantique. Et dans le Pacifique de l'autre côté. Donc, eux aussi peuvent tirer des missiles pour intercepter. Donc, ça, c'est des cas où ils peuvent, s'ils peuvent jamais intercepter un missile. Ils ont évidemment comment on appelle ça, des sous-marins qui peuvent intercepter, n'est-ce pas, qui peuvent envoyer des missiles pour aller contrer ton missile à toi aussi. Et c'est très compliqué de faire ça. Mais pour les États-Unis, vu qu'ils ont un système de satellites en haut qui calcule de temps en temps la position, ils communiquent avec leurs missiles aussi, quelque part. Donc, leur missile est capable de mieux suivre ton missile. Donc, ça, c'est avec ce qu'on appelle des ICBM. Hein? ICBM, c'est je crois que c'est Intercontinental Ballistic Missile. Les missiles balistiques intercontinentales. Donc, ça, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a qu'un ICBM pour aller contrer un autre ICBM réellement.
Donc ça, c'est dans ce sens-là. Une fois que vous avez fait ça, avant même de faire ça, il faut déjà trouver la solution. Est-ce que vous devez riposter ou pas? Et c'est à ce moment-là que la décision politique arrive. Il faut que tu appelles le National Military Command Center, on entend parler ici, ou bien le NORAD, n'est-ce pas, pour décider finalement qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on doit riposter ou pas. Si vous décidez qu'il faut riposter, automatiquement, le président vient et il donne son accord, et puis vous activez. Après, il y a un système aussi qui serait très long, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a un système qui est très long où il faut plusieurs couches de validation. C'est-à-dire qu'on pense souvent, quand on dit le président dans les films, on vous montre souvent le président a une mallette de boutons nucléaires. En fait, il n'y a pas de bouton. Ça n'existe pas un bouton. Les codes nucléaires, tout ça, c'est du bullshit. Un président ne peut pas décider lui-même comme ça. Même s'il décide, ça doit être validé par tout un nombre de personnes. Même en Russie, c'est la même chose. Ce qui fait que quelqu'un, je crois qu'une fois, lors de la guerre avec Cuba, l'ordre avait été donné de lancer, mais je crois qu'il y avait des gens qui s'étaient abstenus d'envoyer le missile parce qu'ils n'étaient pas sûrs que les États-Unis avaient vraiment attaqué ou lancé le missile. Donc vous voyez un peu, donc toutes ces choses-là fait que, pour résumer, il faut détecter le missile, il faut décider si tu attaques ou pas. Si le missile est déjà lancé, tu peux faire de l'interception, mais tu ne peux qu'intercepter au cas où le missile est facile à intercepter, n'est-ce pas, ou bien pas trop difficile. Tu peux aussi intercepter uniquement si ce n'est pas le cas des missiles dont on parlait tout de suite là. Au départ, je vous parlais des missiles, ce qu'on appelle des bombes à fragmentation, des missiles à fragmentation. Il y a des missiles qui viennent, il est en haut de ta ville, puis ensuite il s'ouvre carrément et il libère 10 missiles. C'est-à-dire qu'on t'envoie un gros missile et ce gros missile vient sur ton pays, sur ta ville, et au moment où il est sur ta ville, il libère, dès que tu envoies tes intercepteurs, il libère 10 autres missiles à l'intérieur. Ce qui fait que tu peux intercepter 1 ou 2, mais au moins tu auras au moins 7 qui vont tomber sur ta gueule. Tu peux intercepter 5, il y a au moins 5 autres qui vont tomber sur ta gueule. Donc, ce qu'on appelle des clusters exactement. Donc, tous ces missiles-là sont aussi nucléaires. Donc, tu vas subir dans un cas ou dans un autre. Et c'est le cas de ce qu'on appelait Satan-2 justement, mais le RS Sarmat. Ça aussi, est-ce que vous voyez un petit peu? Ou des torpilles Poséidon qui possèdent aussi des missiles qui vont sortir, ils sont capables de se fragmenter comme ça aussi. Donc avec le système avant-garde aussi de l'autre côté. Donc vous voyez un petit peu, ils sont capables de faire le tour de la Terre et dès qu'ils s'ouvrent, et les Iraniens ont utilisé ça, pas avec le nucléaire, avec des bombes conventionnelles, mais ils l'ont utilisé, mais on peut mettre du nucléaire aussi. Donc si on fait ça, ta interception ne sert à rien. Donc ce qui veut dire qu'on en revient à ce que Wilfried vient de dire tout de suite. Dans un cas ou dans un autre, il faudrait, dès que quelqu'un a lancé un missile, la plupart du temps, c'est mieux de riposter. Maintenant, étant donné que si un missile tombe sur le territoire américain ou des missiles, nous devons être capables de riposter même sans que le territoire, même tant que le territoire est touché. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie déjà des sous-marins nucléaires qui sont dans l'eau à des emplacements que personne ne connaît. Comme ça, si un missile tombe dans mon pays, sur mon territoire, eh bien, mon sous-marin qui se trouve dans le Pacifique, celui qui se trouve en Méditerranée, celui qui se trouve en Atlantique, ils peuvent tous déchaîner leurs missiles sur toi. Même si le président est actuellement mort, eh bien, dès que les gens vont recevoir le message que le président est mort actuellement, le Pentagone a été détruit, il n'y a plus aucun général qui est là, le sous-marin A peut dire au sous-marin B, tout de suite, tous les États-Unis sont actuellement détruits, nous devons riposter. Donc, tu vois un peu, c'est comme ça que l'on fait. Donc, on prévoit des capacités de riposte à l'extérieur. Ils peuvent même mettre des bases militaires nucléaires avec des missiles nucléaires sur la terre, mais dans des pays alliés. Tout ça pour avoir la capacité de te cuire si jamais tu réussis à cuire son pays totalement. Eh bien, lui aussi, c'est ce qu'on appelle le principe de destruction mutuelle. Genre, on va se griller tous les deux et puis personne ne va exister entre toi et puis moi. C'est ce principe-là qui est utilisé. Voilà pourquoi souvent pour éviter d'en arriver là, vu que c'est le scénario le plus probable, eh bien, il se produit la dissuasion. Vu que tu peux me faire ça et que je peux te faire ça, finalement, j'ai envie de mon pays continue à exister et le tien aussi. Au lieu de s'annihiler complètement,
Bah, pour éviter d'en arriver là, on évite de se mettre en guerre, toi et moi. Voilà pourquoi c'est pas demain que tu verras une guerre entre la Chine et les États-Unis, une guerre directe, ou entre la Russie et les États-Unis, ainsi de suite. En gros, entre deux pays nucléaires, c'est un peu chaud. C'est ce qu'on appelle le principe finalement. Donc ta question nous amène en finalité à la question de la dissuasion nucléaire. C'est ça le principe de dissuasion nucléaire dont on parle souvent. Peut-être. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au niveau des sous-marins, la furtivité est au-dessus de celle des avions. On ne sait jamais où il se trouve. Ça fait que même le pays qui va attaquer son adversaire n'a pas la possibilité de déterminer là où les possibilités d'interception se trouvent. Je peux larguer un missile sur la Russie, enfin un missile nucléaire sur la Russie, sur les États-Unis ou sur la France. Le problème, c'est que si j'avais pu déterminer où se trouvent les sous-marins lanceurs d'engins, j'aurais pu directement larguer d'abord, c'est-à-dire neutraliser déjà les forces de projection marine de mon adversaire. Mais vu que je ne sais pas où elle se trouve, peut-être il est pile à ma porte, et pendant que moi je largue mon missile nucléaire sur son territoire, lui, évidemment, ayant déjà reçu l'information, peut même me toucher en premier, c'est-à-dire son missile à lui va anéantir mon pays avant même que mes missiles ne touchent son territoire. C'est l'importance de la furtivité au niveau des sous-marins qui fait que dans cet engrenage, l'arme nucléaire, en fait, répond à une seule chose, la volonté de l'être humain de s'anéantir lui-même. Si une guerre nucléaire éclate, c'est la fin de la civilisation à 90%. C'est pour ça que c'est pas la peine et que les gens qui ont l'arme nucléaire, en fait, l'ont pour, en fait, ne jamais s'en servir. Elle est utile comme une sorte de joker ou comment dire, un peu comme une barrière invisible. Celui qui l'a ne peut pas se faire attaquer. Sinon, il va, la menace de la perspective que lui, il largue son arme nucléaire sur celui qui l'attaque, conduit celui qui veut l'attaquer à ne pas le faire. L'arme nucléaire, c'est Kim Jong-un qui nous montre de la meilleure des manières comment l'utiliser. C'est-à-dire, l'arme nucléaire te permet de te placer sur ta véranda le matin à 7 heures et de dire aux États-Unis, ah, au fait, j'ai exécuté mon oncle hier, comme Trump, comment dire, Kim Jong-un avait exécuté son oncle Jang San-tek, je crois en 2012. Il y a personne qui est venu lui expliquer que ce n'est pas une bonne chose et que quand même c'est la famille, les droits de l'homme et ce genre de choses. En fait, ça permet simplement que chacun se mêle de ces problèmes. Donc, s'imaginer une guerre nucléaire, ça risque d'être la dernière chose que nous allons nous imaginer puisqu'il y aura plus personne ou presque pour raconter comment ça s'est passé. Donc, le principe de l'arme nucléaire, c'est de ne jamais s'en servir. Et la furtivité, que ce soit au niveau de l'information sur les bases, on te dit, bon, il y a des installations sur la base à Ramstein, mais tu n'es pas sûr que l'endroit où on te dit que les armes sont déposées, c'est effectivement là-bas qu'elles sont déposées. La furtivité au niveau des avions, qui évidemment sont très mobiles et dont les systèmes de furtivité sont améliorés et réajustés incessamment parce que bah, évidemment les systèmes de contre-espionnage aussi s'améliorent pour les détecter. Et enfin la furtivité des sous-marins qui fonctionne mieux parce que vraiment l'eau c'est en 4 dimensions, tu as vraiment la hauteur, tu as la largeur, tu as la profondeur, tu as voilà, c'est tu as le fait que bah, sous l'eau des gens ne voient pas, c'est-à-dire l'eau est littéralement opaque. Donc ça fait que il y a une incertitude qui plane. Personne ne sait qui se trouve où par rapport à mes frontières. Donc, il y a personne qui s'amuse à faire le malin en disant, bah, je vais t'envoyer l'arme nucléaire quand toi-même tu es une puissance nucléaire. Tu peux remarquer à l'échelle mondiale que les puissances nucléaires ne se menacent pas mutuellement. Trump menace l'Allemagne, il menace le Japon, il se moque de tout le monde, il se moque de... Mais sur les autres, il a des commentaires du quotidien. J'aime Emmanuel, ou Emmanuel, bah, je n'aime pas le vin français, je n'aime pas le... Mais on ne s'amuse pas à parler militaire avec d'autres puissances nucléaires dans le sens où je vais venir sur ton territoire, je vais intervenir. Et il n'y a aucune puissance nucléaire actuellement qui est envahie ou occupée par un autre pays. Ça, c'est impossible. Tu fais ça, c'est jouer, c'est surfer sur des braises. Donc c'est vraiment la dissuasion tout au long de la chaîne. Exactement. Voilà pourquoi les gens développent des torpilles, justement, pour essayer de torpiller des sous-marins au cas où. Donc, quelle est ta deuxième question pour qu'on fasse monter les autres? Ma deuxième question, vous me permettez, avant d'aller sur ma deuxième question, parce que j'ai posé la première dans l'intention, et c'est moi, je pose toujours mes questions dans l'intention de booster mon peuple.
d'aller dans l'esprit de la New Boosting Spirit. Et quand je vous écoute, bon, ça me fait croire que la deuxième, quand vous avez terminé dans votre conclusion, c'est que je veux pousser le peuple à comprendre que, voilà, on doit sortir de toutes les propagandes occidentales et que nous puissions rentrer dans le cadre de concevoir et de faire des choses telles que nous construisons aussi des bombes chez nous. Et puis, voilà, on les largue, puisque ce sont eux qui nous écrasent depuis. On est largue où, chef? Il faut qu'on sorte de l'esprit. Du coup, pour comme la- ça, On est Du coup, largue pour la- où, le pour père? la- En fait, Pardon? Doula, en fait, on avait dit pas d'intervention pour que les autres aient la possibilité, vu qu'il y a beaucoup de demandes. Si on doit faire des interventions, ça va Je être un pose peu chaud. donc Donc, ma tu peux deuxième- poser la deuxième question. je pose donc ma deuxième question. Surtout que c'est pas réaliste. On ne peut pas larguer l'arme nucléaire quelque part. Ça, faut être Ah oui, on raisonnable. peut pas. Et après, quand je vais poser ma deuxième question, veuillez m'aider à répondre aussi à la question de savoir comment ils font les tests, si exactement ces bombes-là peuvent écraser et tout, comment ils font les tests. Bon, ma deuxième question, quel intérêt de donner une telle conférence en live TikTok à un peuple aliéné et complexé qui n'aime même pas sa propre couleur de peau?